spécialistes comme du Parti québécois, s'ils ont lu cette citation de Didier Durman, puisqu'il joue justement dans leur slogan sur prendre parti. Bon, semblable, merci beaucoup, Président, pour cette intervention si riche. Tu as commencé en mettant en garde les difficultés de la typologie. La littérature aujourd'hui ne se laisse pas évidemment réduire à des typologies, et après tu en as quand même proposé de très souples, de très convaincantes. J'aurais plusieurs questions, mais je pense que je laisserai d'abord la parole à la salle. On peut nuancer la typologie, mais tu as raison, c'est un investissement massif, et lorsque tu disais que c'était des stratégies involontaires, etc., c'est parfois beaucoup plus que ça. Enfin, si tu refais cette cartographie en fonction par exemple des éditeurs, chez Vertical, tu trouveras ou même chez Incul, tu trouveras des formes d'action qui sont des formes d'action par empowerment, par dévoilement, par des formes de soins. Enfin, il y a une gamme, si tu veux, extrêmement riche de formes d'action assignées à la littérature, et qui vont jusqu'à vraiment des volontés de désignation, de dénonciation, qui sont pas sartriennes au sens fort, mais qui restent extrêmement affirmées. Et je trouve que tu as d'ailleurs tout à fait raison de rappeler comment la tentative en apparence néo-formaliste de l'infini, de l'Euronis, etc., en fait, aboutit à des récits qui, par l'expression de la négativité absolue, ou comme chez Binet, etc., en fait, vont désigner un scandale dont il faut encore parler. Donc vraiment, j'approuve tout à fait ta segmentation du champ, mais je pense qu'on pourrait la refaire aussi un peu par éditeur et par courant esthétique. Oui, absolument. En fait, avec toutes les insuffisances que suppose toute forme de typologie, que j'ai souligné peut-être pour diminuer dès le départ la discussion, il me semble qu'en effet, si on va de ce côté, tu as parlé des éditions verticales, je pense au travail qui effectue dans ces divers textes, Maëlys de Kerangal, par exemple, sur encore une fois, cet investissement de l'intérieur, d'univers, qui sont des univers du travail. Il y a autre chose, un autre facteur peut-être qui était en filigrane dans ce que j'ai évoqué, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne suis pas passée par la porte d'entrée éditoriale, c'est la dissolution de ce qu'on pourrait appeler un monde des lettres, où le fait que celui-ci se reconfigure sur la base d'un affaiblissement symbolique que pense très fortement l'œuvre de Martin Winkler, par exemple. Il n'y a pas de dissociation entre l'écriture professionnelle, l'écriture du médecin, ce qui est reprendre d'une autre manière l'éthos qui fut celui de Céline, dont parle Philippe Roussin dans son essai. La littérature, c'est du vent. La vie, moi je m'inscris dans autre chose, je me définis autrement. Je me définis d'abord comme un écrivain médecin. Oui, alors c'est toujours, j'ai aussi discuté avec Winkler à l'époque. Faut pas forcément assimiler, si tu veux, la posture célinienne ou le côté doute que peut avoir un médecin par rapport à l'efficacité de la littérature, avec quelque chose qui est très important, qui est cette réinsertion de la littérature dans une littérature socialisée. Mais il reste quand même, je crois, parce que c'est ce que j'ai parlé cet après-midi, des formes d'aspiration de spécificité. C'est-à-dire que le travail de l'éditeur se fait quand même dans le langage, par des dispositifs qui sont loin d'être anodins. On n'est pas dans des manuels qui seraient exactement la copie de manuels donnés aux femmes pour se défendre de leur gynécologue, ce qu'on pourrait assimiler Winkler parfois. Il y a des vraies stratégies d'équipement, de vocabulaire, de compréhension de la relation, en fait, qui peuvent passer que par des jeux énonciatifs qui sont propres à la littérature. Ce qui fait je ne suis pas sûr que c'est pas parce qu'il ironise sur les pouvoirs de la littérature qu'il veuille absolument la dissoudre et y renoncer. Absolument. Non, mais je n'ai pas dit pour autant qu'il n'y avait ni rubrique ni stratégie littéraire. Et ce matin d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, en ouvrant mon mail, je tombe sur
un numéro qui vient de sortir d'un collectif qui s'intitule Rhétorique citoyenne, qui est piloté par, je crois, Christine Illuminine, qui est spécialiste des rhétoriques antiques. Et en ce sens-là, par exemple, la question de la double énonciation chez Winkler, du récit raconté deux fois dans Cœur de femme, me semble un dispositif extrêmement important, tout autant que la délégation de parole dans la maladie de Saxe. Il y a des dispositifs rhétoriques qui sont très complexes et qui appartiennent, pour le coup, en propre à la littérature. C'est plutôt, en fait, cette forme d'entre-soi, de la littérature en tant que monde, gravitant autour d'un certain nombre d'institutions, les prix, les récompenses, les éditeurs, qui est dénoncé, mais pas au fond le substrat même de l'écriture, bien évidemment. Oui, je t'en prie. Vraiment en stimulant notre séparation en 5 valences possibles de la littérature contemporaine, je me demandais où est-ce que vous mettiez la technique là-dedans. Parce qu'il me semble que si on prend chacun des points que vous avez apportés, on pourrait faire apparaître justement une forme de dialectique. Par exemple, la blancheur sociale, on sait très bien qu'il y a une certaine forme de masque qui est possible à travers les avatars sur Internet. Catastrophe avérée a souvent été interprétée par des penseurs politiciens professionnels comme Steiner, liés au développement des techniques, justement. L'empowerment du lecteur pourrait éventuellement peut-être passer par, justement, encore une fois, les réseaux sociaux. Le déficit de mémoire, ça c'est Carr qui parle beaucoup, justement. La multiplication des stocks de mémoire prothèse. Et puis, l'écriture intimiste, il faut voir quand même qu'il y a des anciens genres qui étaient publiés autrefois qui sont moins maintenant, comme des correspondances, comme des carnets, peut-être parce que le blog est cannibalisé. Dans notre forme-là. Donc, où est-ce que Mathé fait? Il faudrait voir peut-être aussi, sixièmement, s'il n'y a pas une possibilité, c'est en dehors du monde des lettres, qui est par exemple le phénomène after la metadata, c'est-à-dire le roman écrit sous leur iPhone comme ça, qui est en tête des ventes du New York Times depuis quelques semaines, et puis qui n'a aucune volonté de faire littérature là-dedans. Elle le voit elle-même, mais c'est pourtant une forme d'auto-édition vraiment qui est passée outre tous les anciens filtres qui étaient, en théorie, fondateurs du monde des lettres, justement. Où est-ce que vous mettez la technique finalement dans tout ça? Alors je vais te dire que je me suis censurée peut-être par excès de scrupule en tant que spécialiste de questions d'épistémocritique, mais je crois que c'est un fil rouge qui traverse vraiment tous ces textes, et notamment dans la représentation implicite de la littérature comme une forme de piraterie, au fond, de flibuste, qui s'invite dans d'autres champs discursifs. Alors, bien évidemment, la blancheur sociale, je pense sur la question de la blancheur sociale, à des réalisations collectives qui sont passées essentiellement par le net, comme le groupe Looming dans les années 2000. Il y a eu ce phénomène. Je pense sur la question du stockage de la mémoire, de l'externalisation de la mémoire, bien évidemment. Toute la problématique mémorielle et la façon dont on peut se ressaisir aujourd'hui des récits traumatiques est liée à cette angoisse d'une externalisation de la mémoire, en même temps à l'illusion il y a là la possibilité de stocker l'intégralité d'une mémoire artificielle. C'est c'est ce qui articule d'ailleurs peut-être la différence entre la capitalisation des informations et la culture qui consiste dans une forme qui consiste effectivement à oublier un certain nombre de choses. Et puis sur la cannibalisation des anciens genres, je pensais à un texte que j'aime beaucoup de Kertész, qui est un élément de son journal intime, celui qui va de 2001 à 2003. Il commence à être atteint de la maladie de Parkinson et il écrit Sauvegarde. Sauvegarde, le titre signifie tout simplement, vous le savez tous parce que nous utilisons tous l'ordinateur, que confronté à la machine, alors qu'il écrivait jusque-là manuellement, il va être confronté à des contraintes dans son écriture même, dont la trace va être visible dans ce qu'il choisit de garder ou au contraire de supprimer dans son texte, dans ses choix éditoriaux même. Et il va être déterminé aussi par son incompétence.
À un certain moment, il dira, bon, j'ai perdu des pans entiers de texte, où sont-ils? Joie enfantine de les retrouver dans un fichier que j'avais oublié. Donc il y a tout cet aspect, cette détermination invisible, qui je pense est vraiment là, et dont, faute de temps, peut-être je me suis interdit de parler, qui est très, très présente, qui sous-tend, de même que l'imaginaire cinématographique sous-tend ces écritures, certaines des écritures que j'ai évoquées aujourd'hui. Pierre Bollet. J'ai été très intéressé par vos conclusions autour de la citation de Didier Berman, autour des deux expressions prendre parti, prendre son parti. Pierre Luigi a ajouté prendre un parti, parce que c'est le sens un peu de la fiche électorale que tu as vue. Et chaque fois, il me semble que c'est quand même toujours adopter une attitude idéologique, axiologique, doxologique. Et dans beaucoup des œuvres que vous avez évoquées, il me semble qu'il y a un autre enjeu, qui est plus celui de prendre parti, de prendre son parti, mais de prendre part, c'est-à-dire de participer à quelque chose, de participer de quelque chose qui n'est plus doxique ou qui ne relève plus des valeurs ou des idées, comme c'était le cas de la littérature dite engagée, mais d'un partage sensible, pour reprendre l'expression de Rancière, qui sous-tend la vie commune, qui sous-tend donc la vie politique, et qui relève des peurs et des désirs, des aspirations et des angoisses. Et je pense que c'est précisément là-dessus que des œuvres comme celle d'Enel, Bérénice par exemple, ou encore de Volodine, ou Le Dernier des Mondes, comment s'appelle-t-elle déjà Pardon Non, Le Dernier des Mondes, le Dernier Monde, Sérénina, voilà. Donc, des auteurs comme ça, qui manifestent une très grande méfiance face aux idéologies, travaillent davantage sur cette façon, par l'imaginaire bien sûr, de prendre part aux affects collectifs majeurs qui travaillent nos sociétés, qui travaillent notre monde, et particulièrement cette espèce de dialectique entre la peur et le désir. Ça me paraît évident chez Volodine, dans Terminus Radieux, mais aussi dans Cercle. Et là, je trouve qu'il y a une puissance dans la littérature, parce que justement, elle ne s'inféode plus aux politiques, dont elle serait simplement la courroie de transmission, mais parce qu'elle travaille sur ce qui sous-tend la politique. Sur cette vie dont on parlait, une vie presque animale, à quoi les hommes sont réduits en tant que sous-hommes, pour parler comme politique, et qui devient le terreau même où la force symbolique de ce type de texte peut faire émerger de nouvelles formes de vie commune. Ces nouvelles formes de vie commune qu'on voit un peu surgir dans les œuvres notamment de Enel et Volodine, sous la forme d'une évocation des sociétés sauvages, des sociétés primitives, des sociétés du tribal, etc. Dans les Renards pâles, c'est l'évocation des Dogons, de la mythologie qu'on retrouve, qui est inspirée bien sûr des travaux de Griot, de Marcel Griot, le fameux livre Dieu d'eau. Donc il y a là une évocation peut-être de ce qui finalement précède la constitution du politique et qui est la condition de son émergence, que Marx avait très bien vu en parlant du communisme primitif, avant d'élaborer sa propre théorie du communisme à venir. Donc il y a là, je pense, quelque chose qu'il faudrait explorer, un travail sur l'affect politique, appelons ça comme ça, et qui amène l'écrivain à prendre part plutôt qu'à prendre parti. Je ne peux que souscrire à ce que vous venez de dire. Effectivement, prendre part, être présent à ces nouvelles formes de communauté, ou donner une visibilité, ou inventer. Et c'est en cela, peut-être, les textes dont j'ai parlé se distinguent, par exemple, de ces positions extrêmement ambiguës de dénonciation du libéralisme ou du néolibéralisme à la Michel et Houellebecq, d'une certaine manière, où on a un mélange très très complexe de dénonciation et de fascination, au fond, parce qu'il y a une adhésion implicite ou non du narrateur à une vision darwinienne de la société. L'idée que
sont de toute façon condamnés dans les histoires qu'ils racontent, ceux qui sont les moins attractifs économiquement et sexuellement. C'est comme ça, et il y a une forme d'assentiment. En revanche, il y a quelque chose il y a un terme que je n'aime pas beaucoup, en fait, dans cette analyse de cette possibilité, de cette potentialité politique de la littérature, c'est ce qu'on appelle l'infrapolitique. Je me suis souvent demandé ce que ça signifiait, cette expression l'infrapolitique, qui renvoie peut-être plus pour moi par analogie à ce que décrit Eliasov dans l'évitement du politique. C'est-à-dire cette capacité qu'ont les citoyens à se rassembler, à imaginer des formes d'action qui n'entrent pas nécessairement dans un parti déjà défini, mais qui crée par exemple de la convivialité, du caritatif, de la micro-présence au fond dans la société. Et Eliasov dit très justement que, bon, d'une certaine manière, c'est bien, entre guillemets, mais d'une autre manière, cela occulte au fond la violence sociale telle que l'individu auquel il est porté secours, tel qu'il la prend de plein fouet, en plein visage. Elle cite l'exemple d'une association caritative américaine dans laquelle on portait des repas, les gens s'étaient associés dans un quartier et portaient des repas à des pauvres, et l'un d'entre eux a prononcé le mot de pauvre et il dit mais non, surtout pas, il ne faut pas qu'ils se sentent pauvres. Le fait même de permettre l'émergence de cette prise de conscience-là était considéré comme un tabou. Et c'est dans ce sens-là que peut-être au contraire, la littérature, d'une certaine manière, pourrait donner visibilité à ce qui n'est pas visible dans l'action politique, dans la micro-action sociale de nature politique. Voilà, si j'ai exprimé très maladroitement. Sur ce point-là, j'ajoute juste en simulation bibliographique vient de paraître en Italie un roman, un texte très intéressant, je ne dirais pas un chef-d'œuvre, I Buoni de Luca Rastello, qui est justement une critique très très violente de cette mode intrapolitique. Et c'est un texte qui justement veut saper complètement toute possibilité de cacher la contradiction sous cette empathie, sous cette apparence de prendre part dont tu parlais. Et c'est pour ça que je me demande si, même si je sais que Philippe Darroze n'est pas d'accord, si des textes certainement désagréables, comme ceux de Houellebecq que tu viens de citer, ou ceux de Walter City en Italie, qui justement s'inscrivent volontairement dans la logique dominante, en l'acceptant et en montrant qu'il n'y a pas un dehors, n'ont finalement pas une violence de critique plus forte, plus radicale que le texte qui essaie de trouver un ailleurs, quel que soit. Oui, effectivement, on est dans cette dialectique-là. Je crois que mon exemple me venait à l'esprit, puis je l'ai perdu pourtant. Au fond, oui, si pouvoir il y a, il est celui de faire éclater, de retourner au fond cette violence subie en violence. C'est ce que dit Judith Butler très exactement, dans cette performativité. Il y a une possibilité pour le sujet de se ressaisir de cette expérience négative pour la retourner. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, dans la théorie littéraire actuellement, je suis, en tant que spécialiste d'épistémocritique, un peu perplexe face à des tentatives comme celle qu'évoque de manière un petit peu lointaine, avec beaucoup d'intelligence, mais tout de même, celle de Jacques Bouvresse dans La connaissance de l'écrivain, lorsqu'il reprend les analyses de Martha Nussbaum et qui dit, au fond, si l'écriture littéraire doit servir à quelque chose, c'est à développer l'empathie. Et tout le mouvement Law and Literature, par exemple, aux États-Unis, est fondé sur cette idée que l'écriture littéraire est une bonne école pour le juge parce qu'elle va lui permettre d'apprécier humainement les situations. Je crois qu'il n'y a pas pire
rôle qu'on puisse assigner à la littérature que celui-là, d'être une espèce de réservoir éternel de sentiments humains, une sorte de, comme je disais tout à l'heure dans la communication, de pansement qu'on pourra appliquer sur les plaies que génère la violence sociale. Je ne comprends absolument pas en quoi on peut interdire à la littérature d'avoir ce rôle qui est revendiqué par de très nombreux écrivains, qui pose problème, je suis d'accord avec toi, mais en fait tu ne peux pas simplifier le débat. Je suis en train d'écrire un bouquin précisément sur cette question-là, c'est savoir dans quelle mesure la littérature doit avoir un accommodement et accompagner effectivement en donnant cet empowerment minimum ou des postures beaucoup plus radicales qui sont celles de Philippe Forest, dans lesquelles il ne doit avoir aucun accommodement avec les politiques, avec la douleur, constitue un débat. Tu ne peux pas le trancher en disant la littérature doit être, la littérature ne doit pas être. Non, absolument pas. Non, c'est pas le sens de mon propos. Simplement, je relevais là, une tendance de nature interprétative. Je pense que ne doit ni prescrire ni interdire d'une certaine manière. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas l'impression d'avoir été claire du coup à travers ta réaction, mais je n'ai pas dit que la littérature était dépourvue d'empathie, c'est pas du tout le sens. Mais qu'en revanche, dès lors qu'on essaie de lui assigner un lieu, au fond, n'être ni de celui-là ni d'un autre, et peut-être non pas sa vocation, le mot serait un peu lourd, mais il me semble qu'il y a eu une tendance lourde dans les années 90-2000 à assimiler au fond la littérature à ce rôle-là, qui m'a beaucoup dérangée, personnellement. Il faut dire que malheureusement le mot pathos a été connoté de diverses manières, du côté du pathologique, du monde, de la maladie, de la victime. Mais c'est quand même le concept qui est au cœur de la poétique d'Aristote, qui fonde l'existence même de la tragédie. Donc il y a un mot passion dedans aussi, c'est pas seulement le mot pâtir au sens banal du terme. Donc je crois qu'il faut réhabiliter un petit peu ce vocabulaire-là, qui bien sûr à travers toutes les pratiques caritatives est devenu quelque chose de peu découlinant de sentimentalité, mais le mot passion reste quand même fondateur de l'acte littéraire, qui n'est pas tout à fait du côté de l'action, mais qui est aussi du côté de l'ordre de ce dont on pâtit, au sens fort du terme, de ce dont on jouit et ce dont on souffre en même temps. Et c'est le lieu d'expression de tout cet aspect qui n'est pas pris en charge, qui n'est plus pris en charge, ni par le politique, ni par le religieux, bien sûr aujourd'hui, ni par la philosophie, et qui reste le lieu privilégié des expressions artistiques et littéraires. Alors, mais je pense qu'on peut avoir une vision forte de l'infolum en dehors du caritatif. Je pense. Je crois qu'il y a même dans l'écriture contemporaine, pas seulement contemporaine, quelquefois une résistance aux politiques. C'est-à-dire il y a des écrivains qui revendiquent leur être pas politique, de ne croire pas à la politique, d'avoir des positions qui sont immoralistes ou étrangers à la politique. L'exemple de l'écriture intimiste, à mon avis, est très intéressant, car il y a là certainement la volonté de parler du politique, de l'histoire dans la vie privée, personnelle, mais aussi il y a toujours un certain dédain, un certain sentiment de distance vis-à-vis de politique, et quelquefois même ces écritures nous racontent l'impossibilité de efficacité de l'écriture. En effet, on a cité plusieurs fois Annie Ernaux, mais les années racontent même cette histoire, c'est-à-dire l'histoire d'une déception. Elle avait cru dans la politique, dans la possibilité de changer pas seulement sa vie, mais la vie collective et la condition féminine, mais à la fin du récit, cette possibilité reste comme une possibilité tout à fait privée et regardée avec une certaine mélancolie. Il y a là, je crois, une espèce de rébellion de la littérature au devoir-être de la littérature qui fait scandale, et je crois qu'il ne faudrait pas étouffer ce scandale. Même les écrivains qui rappelaient Pierre-Louis, c'est-à-dire ces écrivains amoralistes tels que Houellebecq ou Annie Félicité, ils ont clairement un refus de la politique et de l'efficacité de l'écriture.
Et je crois qu'il y a là quelque chose de précieux et qu'il faudrait préserver dans son opposition radicale et immoraliste quelquefois à cette bonne pensée d'une littérature efficace, utile, humanitaire, humaniste, etc. Je crois peut-être, enfin, si on peut tenter d'interpréter cette forme de résistance aux politiques, donc de rébellion aux politiques, qu'elle vient de ce qu'avait tenté, me semble-t-il, en théorie littéraire, les années 70-80, lorsque la théorie d'ensemble du groupe tel quel, avait imaginé le concept de pratique théorique, précisément pour rompre cette dualité, ce qui était pensé comme un dualisme entre l'action directe dans la société et l'écriture elle-même. Et bon, c'est une notion dont on sait qu'elle n'a pas fait, comment dire, elle n'a pas eu une très longue vie. Elle n'a pas eu une très longue vie, voilà, pour faire court. Elle n'a pas eu une efficacité, ni une efficacité politique, pratique, ni une efficacité intellectuelle remarquable. Et donc je vois peut-être là le signe d'un refus, finalement, de réinvestir ce territoire, parce que ça n'a pas marché. Alors, je suis désolé d'interrompre ce débat qui est passionnant, parce que je crois que là, notamment sur ce problème de l'empathie ou démystification de cette fausse opposition qu'il faudrait évidemment nuancer et travailler. Il y a quelque chose de fondamental aujourd'hui, mais les organisateurs me rappellent à l'ordre, il faut aller déjeuner.